Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des maisons bioclimatiques. C'est une présentation que j'ai faite dans le cadre de mon service civique et que je redistribue ici. Alors les maisons bioclimatiques, d'abord en fait ça va être un type de maison écologique. En fait on va reconnaître 4 types de maisons écologiques, donc on va avoir 3 autres types en plus de la maison écologique. On va avoir les bâtiments à basse consommation, donc les BBC. Qui sont caractérisés par le label BBC en fait, qui est lié au fait de consommer moins de 50 kWh par mètre carré et par an. Ensuite, on va avoir les maisons passives qui elles aussi vont consommer moins de 50 kWh par mètre carré et par an, mais en plus elles vont avoir une certaine étanchéité à l'air et consommer moins de 15 kWh par mètre carré et par an. Et les maisons positives, elles, ça va être donc les maisons qui vont produire de l'énergie, notamment via des énergies renouvelables comme une petite éolienne ou des panneaux photovoltaïques. Et donc si elles produisent de l'énergie autant qu'elles en consomment, voire plus, on parle alors là de maisons positives. Alors les maisons bioclimatiques, c'est c'est ce qui va être plutôt tourné autour du climat, s'adapter au climat, de l'économie d'énergie et de tout ce qui est thermicité. On parle aussi de tout ce qui est énergie grise. Donc ça va être un peu plus holistique, un peu plus général que ce qu'on a vu, donc que les 3 autres. Et donc qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans ces maisons bioclimatiques? Alors déjà, on va avoir souvent une très bonne isolation, hein, c'est vraiment la base de la base. Pour revenir un peu sur l'isolation, on a évidemment l'isolation de la toiture, l'isolation des murs, etc. On va avoir tout ce qui est essayer d'éviter les ponts thermiques, par exemple les planchers, tout ça, qui sont directement ou une dalle de béton qui est directement reliée à l'extérieur. Et ça c'est un pont thermique, elle va faire venir la fraîcheur ou la chaleur directement par le plancher, et en fait ça va pas du tout être isolé parce qu'on n'a pas isolé la dalle de béton. C'est pour ça qu'en fait la dalle de béton, il faut qu'elle soit comprise aussi dans l'isolation, et donc il vaut mieux faire des isolations extérieures plutôt que des isolations intérieures. Alors on va aussi avoir tout ce qui est vitrage, avec le double vitrage, le vitrage thermique, etc. Triple vitrage pour éviter les déperditions d'énergie ou les entrées d'énergie par les fenêtres. Le déphasage, en fait, c'est pour l'utilisation de matériaux qui vont restituer l'énergie au cours du temps. Donc ça va d'abord emmagasiner l'énergie. Par exemple, s'il fait chaud, ça va d'abord emmagasiner la chaleur et ça va la redistribuer plutôt dans la nuit. Donc on va pas avoir de pic de chaleur. Et ça va être pareil quand il fait froid, hein, on va réussir à garder un peu l'énergie de la journée pour redistribuer la chaleur la nuit. Donc dans les maisons bioclimatiques, on va essayer d'utiliser au plus des matériaux biosourcés, des matériaux géosourcés, locaux et performants pour isoler. Donc on essaye d'utiliser un peu des choses comme du chanvre, comme du bois, comme de la terre avec la terre paille. Il y a aussi le terre-bois qui se fait. Voilà. Donc différents matériaux comme ça, le plus respectueux possible de l'environnement. Et donc, pour ce qui est de l'isolation dont on parlait tout à l'heure, on va mettre un accent sur l'isolation de la toiture, parce que la toiture, c'est 30% des déperditions d'énergie dans une maison. Et on peut aussi, donc ça c'est plutôt quand on est dans un pays chaud, alors moi par exemple à La Réunion ici, c'est assez intéressant, c'est de mettre des brises soleil pour éviter une surchauffe en été. Surtout que si on a des grandes baies vitrées, comme on le fait souvent dans des maisons bioclimatiques, pour bien laisser rentrer la lumière, et éviter d'avoir allumé la lumière, on va mettre des brises soleil. Alors les brises soleil peuvent être réglables et laisser plus ou moins passer le soleil, ou alors ça peut être juste des casquettes qui vont juste bloquer le soleil l'été quand le soleil sera vraiment haut dans le ciel, et l'hiver quand il est un peu plus bas, ça laissera passer un peu plus de lumière. Et donc la dernière chose aussi qu'on peut imaginer dans une maison bioclimatique, un peu pour faire la transition avec ce dont je vais vous parler ensuite, c'est la mise en place d'équipements connectés qui permettent la gestion des ouvertures, mais aussi en fait de la gestion de la lumière, la gestion du chauffage, etc. dans son habitat. Alors là, ce qu'on voit en dessous, l'audio, c'est l'interview que j'ai faite de Mehdi Grimois que je vais mettre bientôt aussi sur la chaîne. Mais on va pas écouter ici, c'est assez long.
Donc qui dit équipement connecté dit domotique. Donc la domotique en fait, on va partir d'abord de quelque chose. Alors ça va pas être tout ce qui est on va dire extérieur à notre maison ou extérieur à tous les équipements électroniques. Donc tout ce qui est utilisation des arbres pour faire l'ombre, etc. La disposition des pièces, etc. Ça va avoir rien à voir avec la domotique. Mais par contre, ce qu'on peut avoir déjà en place, c'est on peut avoir une ventilation, on peut avoir un chauffage, on a les lumières, on peut avoir aussi ici des pare-soleil mais qui sont réglables comme je vous ai parlé. Là c'est un pare-soleil qui est fixe parce que c'est le toit, mais ça peut être aussi des ouvertures qui peuvent se régler et donc avec un système un peu de store mais comme ça un peu à l'horizontale. Donc voilà, donc on peut avoir pas mal de petites choses comme ça sur lesquelles la domotique va pouvoir jouer. Alors, comment elle va faire la domotique? En fait, elle va connecter tous ces objets, elle va en fait les rendre autonomes. Elle va leur permettre de fonctionner avec des horaires, donc par exemple le chauffage qui s'allume tout seul, etc. Et en plus que chaque objet soit connecté, on va aussi interconnecter tous les objets, donc pour que les fonctions, pour avoir en fait des synergies entre les différentes fonctions de l'habitat. Donc la domotique va permettre de superviser, automatiser, programmer et coordonner tous les services de l'habitat. Et on va en fait finalement avoir une utilisation intelligente et optimisée de l'énergie. Alors c'est assez contre-intuitif parce que souvent quand on parle de domotique, on a l'impression d'avoir une maison ultra connectée, ultra consommatrice en énergie, alors qu'en fait le but aussi de la domotique c'est d'économiser un maximum l'énergie. C'est vraiment un des buts majeurs qu'on retrouve en plus du confort effectivement, mais quand on va chercher un peu sur internet la domotique, pourquoi, et ben c'est vraiment ça qui ressort, les économies d'énergie. Donc ce qu'il faut savoir c'est que l'habitat il est responsable de 40% des émissions de CO2. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, à jouer sur ces émissions via l'économie donc d'énergie. Alors bon là je vous ai mis un petit exemple, mais il y en a plein, hein. Par exemple on peut fermer les stores quand le soleil commence à taper sur les vitres. Ici à La Réunion il fait super chaud et ça évite d'utiliser de la clim. Après on peut imaginer la même chose avec par exemple le chauffage pour la métropole quand il fait super froid et qu'on n'est pas présent dans la maison, on peut juste baisser le chauffage automatiquement et en fait que la maison remette automatiquement le chauffage quand on rentre à la maison. Enfin, voilà, plein de choses comme ça qui peuvent être mises en place par la domotique pour économiser de l'énergie. En plus de ça, on va pouvoir connaître la consommation de ces appareils, pouvoir suivre en temps réel la consommation. Ça va aussi permettre de se challenger parce que effectivement, si on a les données, si on voit où est-ce qu'on consomme, et ben c'est beaucoup plus facile de faire des efforts pour réduire sa consommation. Parce que là, on voit combien on consomme, on voit combien ça nous coûte, et donc on fait ah oui, effectivement, peut-être que je prends trop de temps ma douche, peut-être que je mets l'eau trop chaude, etc. On a vraiment les données entre les mains pour pouvoir faire des efforts sur la consommation. Alors aussi dans la domotique, tout comme dans la maison positive, hein, on peut intégrer des énergies renouvelables pour le fonctionnement des appareils domotiques. Alors là je parle de l'énergie solaire, c'est plutôt ça qui se fait. Et donc voilà, et on peut aussi donc avoir des systèmes de batterie évidemment. Donc c'est beaucoup plus facile à mettre à petite échelle des systèmes de batterie que l'énergie solaire à grande échelle et donc conserver son énergie et pouvoir la réutiliser quand il y a plus de soleil. Donc finalement, la domotique, on a l'impression que c'est cette espèce de bâtiment ultra moderne, ultra polluant, alors que pas du tout. La domotique, elle est aussi là pour la préservation de l'environnement. Donc l'idée en fait, c'est que on a de base déjà une maison, on a déjà les équipements électroniques, et en fait tout ce qu'il y a à faire, ça va être d'automatiser et d'interconnecter ces équipements électroniques. Donc en fait, automatiser, donc c'est envoyer un signal qui va allumer tout seul la lumière, envoyer un signal qui va allumer tout seul le chauffage, etc. Mais en plus, le connecter aux autres appareils, puis surtout à une unité centrale qui va pouvoir guider un peu tous les appareils. Alors quand je parle d'interconnexion, c'est par exemple si on a un thermostat, un thermomètre, etc. Ça va pouvoir aussi
on va pouvoir aussi prendre des décisions vis-à-vis du chauffage, etc. Alors, ce qui est super important, alors là on sort un peu de la domotique, on va reparler un peu des maisons écologiques de manière générale, c'est l'effet d'échelle. Effectivement, en fait, tout ne se vaut pas. C'est-à-dire que si on a donc une maison qui va écologique, ça va donc économiser une certaine quantité de CO2 émis, par exemple. On va émettre moins de CO2. Si on a 50 maisons mises dans un quartier, par exemple, on va économiser pas 50 fois plus que juste une seule maison, on va économiser bien plus. Donc ça rejoint un peu l'idée du tout est supérieur à la somme des parties. Voilà, je sais pas si j'ai dit correctement, mais donc voilà, l'idée c'est que plus on peut créer des grands ensembles, et mieux ce sera. Donc j'ai pas d'exemple par exemple direct, hein, à part voilà la mise en place de jardin, le réseau électrique, tout ça c'est beaucoup plus facile à gérer. On va pouvoir aussi baisser les coûts de pas mal de choses. Mais j'ai un petit exemple par exemple plus d'écologue, plus en lien avec la biodiversité. Par exemple, si on a un petit jardin et qu'on met une petite mare. Dans la petite mare, on va pas avoir par exemple beaucoup de grenouilles qui vont pouvoir s'installer. Imaginons, on va avoir 3-4 grenouilles qui viennent et il peut pas y en avoir plus qu'après elles ont pas assez à manger. Et donc si on est au milieu d'une ville et tout, il n'y a pas forcément beaucoup d'autres mares, donc les grenouilles en fait elles vont se reproduire entre elles dans la mare. Et donc forcément 4 grenouilles qui se reproduisent entre elles, en fait on va très vite avoir de la consanguinité et la population va pas être viable dans le temps. Par contre si on est à plusieurs, on va avoir un grand étang, et donc on va avoir une centaine de grenouilles et on va avoir une population qui est viable, elle est viable génétiquement et donc qui va s'auto-entretenir. Il suffit juste de les apporter, ou elles peuvent aussi venir d'elles-mêmes, hein, mais ça peut venir de loin parfois, mais ça peut être très rare et donc voilà, avoir peu de mélange génétique, mais donc quand même mais avoir quand même un pool génétique suffisant parce qu'elles sont assez nombreuses dans la mare. Et donc si on avait 50 habitats qui avaient chacun leur petite mare avec des populations qui n'étaient pas viables, et finalement ça valait pas forcément le coup. Sauf si évidemment les habitats sont tous à côté et que les mares sont interconnectées, ça peut aussi changer la donne à ce moment-là. Mais bon, juste pour illustrer un peu cette idée que en faisant à plus grande échelle, on peut faire encore plus. Et donc l'ultime dans tout ce qui est habitat écologique, c'est de penser l'habitat à l'échelle d'une ville, parce que là on va pouvoir aussi penser à la production agricole, la production électrique, on va pouvoir vraiment tout intégrer, le recyclage des déchets, tout va pouvoir être mis. En fait on a l'emploi, on a l'habitation qui est directement là, le service, etc. Donc plus on pense à une échelle importante, et plus on va pouvoir faire de choses, des belles économies d'énergie et des choses avec énormément de synergie, et donc ultra productif en termes d'énergie, ultra économe. Donc voilà les sources un peu que j'ai utilisées pour réaliser donc cette petite présentation. Donc là je vous ai mis sous forme de lien, il y a quelques sources qui sont en réalité des articles. Donc voilà, merci de votre attention. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je sache si vous avez apprécié, un petit pouce, tout ça, et voilà. Merci.